You are my African queen. Ooh, Lord, ooh, Lord. Just like the... Londres, mars 2006. La vie est belle pour le footballeur Emmanuel Adebayor, dit Cheyi. Ce jeune homme de 21 ans à peine, dont on s'arrache les autographes, est originaire du Togo. Il vient de rejoindre les superstars d'Arsenal. Montant de son transfert, 10 millions d'euros. Salaire non révélé, mais considérable. À nouveau mythe est né, une nouvelle icône du footballeur africain qui fait fortune en Europe. Le jour que je suis arrivé ici, j'étais comme un gamin. J'ai regardé le stade, j'avais un sourire qui m'arrivait jusqu'au milieu de la tête. C'est magnifique. Quand je rentre au pays, tout le monde se dit ouais, c'est lui Adebayor, c'est le leader du Togo. Pour moi, c'est énorme parce que j'ai travaillé pour et aujourd'hui je le suis à ma place. Donc pour moi, les gens me mettent à ma place. Pour moi, c'est très important parce que le Togo, j'ai grandi là-bas et les gens ont tout fait pour moi pour que je sois bien dans ma tête, pour que je devienne quelqu'un de bien dans ce pays. Paris, mars 2006. Lui aussi avait l'étoffe d'une star et son destin a croisé celui d'Adebayor. Togolais comme lui, il s'appelle Tata, il est clandestin et ne mange pas tous les jours à sa faim. Et il préfère ne pas mettre de visage sur sa galère. C'est bien, lui il a réussi. Il y a des majorités aussi qui ont échoué. Ceux qui ont réussi, il ne faut pas qu'ils oublient ceux qui ont échoué, quoi. Tu penses que tu pourrais occuper la place d'Adebayor maintenant si tu avais eu plus de chance? Je peux dire oui, parce que je sais qu'au moins je joue bien. Et que, si j'ai la même chance que lui, je peux y arriver, oui, je peux. Vous vous rappelez de lui? Ah, je me rappelle très bien de lui, ouais. Je pense que je ne l'oublierai jamais de toute façon, parce que c'est quelqu'un, c'est un ami, c'est un copain d'enfance. C'est avec lui que j'ai fait tout le tour au Togo, donc on est parti au même moment, comme je vous l'ai dit, à Metz. Donc oui, c'est sûr que je me rappelle très bien de lui. C'était beau, c'était deux petits Togolais qui viennent d'arriver à Metz, qui connaissaient rien, il faisait froid, on était dans le camp, on mettait le chauffage à fond dans la chambre. Donc oui, c'est sûr que je dis, ouais, j'aimais bien le revoir, le consoler un peu, de lui dire que la vie n'est pas finie, donc il faut toujours y croire, et puis voilà. J'avais 16 ans quand je suis arrivé. Mais la deuxième semaine, j'avais eu un déchiré. Et quand j'avais eu une déchirée, le coach est venu, il m'a dit non, on ne peut pas te prendre, donc il faut que tu retournes chez toi. Lui, il a beaucoup de talent, oui, c'est sûr que c'est un peu le même style de jeu que Zizou, que Ronaldinho, parce que c'est un mélange de jeu. Il peut dribbler à tout moment, il peut faire une passe décisive à tout moment. Il peut changer, à lui tout seul, il peut changer un match à tout moment. Donc bon, malheureusement, il est arrivé avec beaucoup de blessures, il a mal au pied. Même, c'est sûr que quand on arrive dans une équipe pour faire les stages et qu'on est blessé, c'est sûr que c'est difficile. Donc moi, je pense que c'est ça qui l'a mis un peu à la rue jusqu'à présent. J'ai dormi dans les camions. En hiver? En hiver, en plein hiver en plus. En plein hiver. C'est comment? C'était dur, c'était vraiment... Je te pose plein de questions, mais qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux vivre comme ça? Et c'est pas facile, c'est dur. Mais ici, bon, tu es seul, c'est plus la galère qu'au Togo. Évidemment, tout le monde ne peut pas réussir. Tout le monde ne sera pas Adebayor, malheureusement. Et la plupart des jeunes se retrouvent en difficulté. C'est un phénomène massif. Simplement, on n'a pas les statistiques précises, d'autant plus que c'est des gens qui ne sont répertoriés nulle part. C'est une population qui est clandestine. Et donc, c'est très, très difficile de quantifier. Aujourd'hui, on pense que le phénomène est peut-être un peu plus important que ce que nous croyons, nous, à l'association. Jean-Claude Boumine a connu la gloire autrefois avec la grande équipe du Cameroun. Lui sait ce qu'il en coûte de trop rêver au foot. Son association, Culture Foot Solidaire, est la bouée de sauvetage des joueurs africains échoués à Paris. Sans club, il s'entraîne habituellement sur ce terrain de la Porte de Pantin, mais aujourd'hui, personne. Ils ne souhaitent pas être filmés, être reconnus. Pour eux, c'est un peu la honte, c'est la honte suprême d'être reconnus en Afrique par leur famille. Pour eux, c'est très, très, très gênant. C'est très gênant. Et puis, il y a des situations délicates, irrégulières. Des jeunes qui sont sans papier, voilà, comme on les appelle ici. Ils sont sans papier. Parfois, ils arrivent
Quand ils sortent d'ici, c'est souvent en regardant à gauche, à droite, est-ce qu'il n'y a pas la police, est-ce qu'on ne va pas se faire contrôler. Ce n'est pas très marrant comme situation. Donc ils sont là, malgré tout, pour garder le rêve. Il y a des jours que je ne mange pas pratiquement. Et il y a des jours que je n'ai pas d'étiquette de métro pour aller m'entraîner. Donc je suis obligé de rester à la maison. J'ai été contacté par un agent de joueur qui m'a promis de me trouver un club en Europe. J'avais 16 ans. Quand je suis arrivé à Paris, le manager il m'a amené dans un club dans l'ouest de la France. Et ensuite, il faisait très froid, donc j'avais du mal à m'adapter. Et puis, du jour au lendemain, il a disparu sans nouvelles. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai pas de nouvelles de lui. C'est des mecs qui ne pensent qu'à se remplir des poches, quoi, qui sont vraiment sans pitié, quoi. C'est vraiment des vautours. Je dormais dans les quais de la gare. Il y a des jours où je dormais pas, je passais la nuit à parler avec des gens. Et le plus important, c'était que je reste au chaud. Déjà, j'avais 16 ans. Tout seul dans les rues de Paris? Ouais, j'étais tout seul. Qu'est-ce que tu as mangé à ce moment-là? Je mangeais rien. Tout ce que je mangeais, j'ai essayé d'acheter des fruits parce que je voulais pas gaspiller tout l'argent que j'avais. J'ai acheté des fruits, des pommes parce que j'aimais les pommes. Quand je suis arrivé en France, j'aimais les pommes. Et quand j'avais vraiment trop faim, j'ai essayé d'acheter peut-être un gâteau qui pouvait me coûter 1,50 € et jusqu'au jour où l'argent il est fini et tout, c'était vraiment difficile. Tu en veux à l'agent qui t'a amené ici? Je sais même pas si je dois l'en vouloir mais je me pose juste des questions, savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi il a fait ça. Là, par exemple, j'ai un email d'un jeune qui nous appelle au secours d'Iran, un jeune Togolais qui est en Iran. Et là, j'en ai une d'un jeune qui nous écrit. On nous écrit, c'est quelqu'un qui l'a recueilli, qui écrit qu'il a été parachuté là, à Lyon au mois de mai, sans argent, sans adresse, avec la seule indication, quelqu'un viendra t'attendre à la gare. Après une journée d'attente, il s'est adressé à un Africain qui lui a parlé, qui lui a dit connaître une famille, et c'est comme cela qu'il a atterri chez nous. Je ne parle pas du cas d'un jeune malien qui avait marché dans le désert. Il a traversé le Sahara, il s'est retrouvé en Algérie, il a pris le bateau, il est arrivé à Marseille. Et je l'ai vu assis là, devant moi. Je n'avais pas de mots pour lui parler. Je ne pouvais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire à un gamin comme ça qui a passé des heures sous le soleil, qui a bravé le désert, qui a tout fait pour arriver en Europe? Excusez-moi. Allô? Je suis chez moi, là. D'accord. Et comment ça se passe en ce moment? Pour l'instant, ça va. Comme je t'ai dit, moi, j'étais blessé. Et tu es arrivé là, tu es en France depuis quand? Depuis combien de temps? Ça fait 5 ans que je suis en France. Écoute, il faut donc qu'on puisse se voir. Comme ça, tu passes à l'association et qu'on essaie vraiment de discuter et qu'on voit quelle solution on peut te... Et puis, je te présenterai la personne qui peut s'occuper de toi de manière efficace. Alors d'aujourd'hui, on a suivi plus de 600 jeunes. Et il faut savoir qu'on n'a pas les moyens de communication des grosses ONG. On n'a pas encore fait une communication vraiment à destination de ces publics. Mais on se rend quand même compte qu'il en passe pratiquement tous les jours. Alors vous m'avez dit qu'à un moment donné, vous avez été un peu débordé par les situations d'urgence, n'est-ce pas? Nous sommes encore débordés par les situations d'urgence parce qu'on ne peut pas aujourd'hui répondre clairement à la demande parce que les jeunes ont des problèmes déjà de suivi psychologique, ils sont tellement découragés, ils sont psychologiquement abattus, ils culpabilisent. Ensuite, les jeunes ne savent pas parfois où coucher, où dormir. Ensuite, il y a la question de la scolarisation. Ils sont là, des jeunes de 14, 15, 16 ans qui ne vont pas à l'école. C'est pas du tout normal pour la société. Ce spot publicitaire diffusé en boucle en Afrique a suscité les protestations de Foot Solidaire. Elle reproche aux marchands de crampons d'exploiter au maximum le fantasme d'une carrière mirobolante dans le football et d'encourager les plus jeunes à risquer l'aventure.
c'est que l'industrie du foot a bien compris l'impact qu'elle pouvait tirer de cette grande ivresse collective. Celle qui règne à Lomé, par exemple, capitale du Togo, où nous nous sommes rendus. Maintenant, la vie est belle, hein? Et voici Peter Adebayor, copie conforme de son frère Emmanuel. Exhiber les signes extérieurs de la réussite familiale dans les rues de Lomé, il adore ça. Oui, ça c'est ma voiture. Peter Adebayor. Et ça c'est quoi Adebayor chez Emmanuel. BM. X5. Et ça c'est Grand Cherokee. Ça c'est pour ma mère. Pour aller à l'église. Des voitures, des maisons, maman Adebayor règne aujourd'hui en reine-mère d'une des familles les plus riches de Lomé. Elle garde la tête froide face à cette nouvelle prospérité qu'elle doit à un rejeton que le quartier et toute l'Afrique lui envient. C'est vrai que l'on nous envie, mais c'est comme ça partout. Dans n'importe quel pays, quand il y a une star, elle fait parler d'elle. Mais ça ne nous pose pas de problème. Emmanuel lui-même raconte que quand les gens viennent lui demander un peu d'argent, les voisins se demandent pourquoi il en donne. Ce qu'il répond, c'est qu'il a vu le monde et qu'il est humain. Si on vient lui demander quelque chose, il le donne volontiers pour que chacun puisse manger. Voilà. Oui. Oui. Là, c'est bon. Kader. Marabout du foot, grand sage du ballon rond, voici Camelio Akoussa. C'est son œil de magicien qui a fait d'Emmanuel Adebayor une superstar. Passer par son académie, c'est souvent la première étape d'un destin extraordinaire. Tout le temps, les parents viennent, disent voilà, j'ai un enfant, il sait jouer, il veut aller en France, qu'est-ce qu'il faut faire, j'ai les moyens, et si vous pouvez trouver une invitation, moi je leur dis, d'abord il faut tester l'enfant, parce que en France ou en Europe, c'est les meilleurs qu'on prend. Même si vous êtes meilleur, si vous êtes au même niveau qu'un Européen, on prend l'Européen. Donc il faut être plus fort que l'Européen avant de trouver leur place. Et souvent les parents ils croient que parce que l'enfant a fait quelques dribbles ou quelques bons trucs, on croit qu'il est déjà mûr pour partir. En Afrique, comme au Togo, et quand on a un enfant en Europe, c'est une fierté. On croit que c'est déjà le paradis, tout le monde est fier de dire « Ah, j'ai mon enfant en France ». On ne sait pas s'il souffre ou il ne souffre pas. L'essentiel, c'est que de temps en temps, il vous envoie quelques billets de banque, ça suffit. Il y a certains qui peuvent avoir de la chance et gagner peut-être modestement leur vie. Mais il y a certains qui sont vraiment tombés dans la misère la plus totale et c'est pire de rester là-bas que de rester ici. Là, dans vos joueurs, vous avez l'œil de l'entraîneur. Vous arrivez à dire comme ça qui va être un très bon joueur d'un coup d'œil. Si. J'ai repéré au moins, dans les petits, au moins 5 qui peuvent jouer au haut niveau. Par exemple, on en voit un là? Oui. Par exemple, ici, là-bas, le petit qu'on a vu, le petit là. Ouais. Le petit Mario de Barcelone là. Ouais, d'accord. Oui, vous pouvez le faire venir? On peut discuter avec lui? Vous le faites venir? Xavier, voilà. Salut Xavier. Ça va? Salut. Tu veux être joueur de foot quand tu seras grand? Il paraît que t'es fort. Tu rêves de jouer dans quel club quand tu seras grand? Je rêve de jouer dans le club d'Arsenal parce qu'il y a notre compatriote qui est là-bas, qui s'appelle Adebachi. Ah, d'accord. Et tu crois que tu vas arriver un jour à jouer à Arsenal? Oui. C'est difficile, non, quand même? C'est difficile, mais c'est la chance, quoi.
Ouais. Et tu crois qu'on gagne beaucoup d'argent quand on joue là-bas? Oui, je crois. Ouais. Oui, Et toi, tu as envie de gagner beaucoup d'argent? Oui. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais beaucoup d'argent? Je crée les écoles, les hôpitaux. Oui, j'adorais les enfants. Oui. Et tes parents? Oui, je les adorais. Parce que c'est eux qui m'ont aidé depuis mon enfance, quoi. Et je veux les aider. L'enfant africain, il est né avec le foot. Il peut avoir 3 ans, il va faire des gestes que quelqu'un de 15 ans ne peut pas faire. Tidjani Sodoké, 15 ans et demi, jeune talent d'une autre académie locale, Planet Foot. Lui en est à la 2e étape, tenter de vendre son talent en Europe. C'est sa maman qui l'élève, il n'a pas son papa ici. Donc, toutes ces dépenses viennent de sa maman. Elle n'avait pas beaucoup de sous pour les supporter. Dans quelques semaines, Tidjani s'envolera pour la France. Destination Louan-Cuiseaux, un petit centre de formation près de Sochaux, où Tidjani a déjà effectué 2 séjours. Dernier conseil avant le grand départ. De ne pas s'intéresser aux filles européennes, hein. Ça c'est le nécessaire. Il faut penser à ta maman et à ta soeur à Lomé. Regarde, vous tenez bien quoi. C'est ça. C'est bon. Waouh. Nous avons même la lettre d'invitation qui est là. Il doit repartir dans le mois de mars. Donc on est en train de préparer déjà le dossier pour avoir le visa. Mon espoir, c'est de faire exploser mon talent en Europe pour que je devienne au moins un grand joueur, comme Fabien Barthez. Il fait partie de l'un des grands meilleurs gardiens du monde. Voilà, pour que moi aussi j'aide l'académie plus tard et la famille aussi. Voilà. Si Laurent Cuiseaux peut le garder dans son centre pour un certain moment, avant, soit il évolue à Laurent Cuiseaux ou dans un autre club. Un jour, il va devenir un grand gardien. Un grand gardien pour moi. Il va vous aider? Oui, il va m'aider. Comme je l'ai aidé le petit, quand il sera grand, il va m'aider aussi. Oui, il est fort. Il est fort. Pourquoi il est fort? C'est la vie qu'il a fait comme ça? Oui, c'est la vie. C'est la souffrance. Quelle souffrance? Par exemple, je ne suis pas riche pour les aider trop. En ce temps, eux aussi vont débrouiller. Il faut lutter, il faut se battre pour avoir ta place. C'est ce que j'ai toujours fait depuis mon enfance. Et ma maman m'a toujours dit, il ne faut jamais baisser les bras. Seul le courage et le travail paye, voilà. Encore mineur, Tidjani a lâché l'école faute de moyens. La législation internationale interdit qu'il soit transféré dans un club européen avant 18 ans. Par contre, si un centre de formation s'engage à l'accueillir et à le scolariser, c'est légal, même s'il est mineur. Pour ceux qui n'ont pas la chance de Tidjani, qui veulent partir vite en Europe, à tout prix et à tout âge, il y a une autre solution, l'agent de joueur. Un agent comme M. Nono, par exemple, officiellement autorisé par la FIFA, la Fédération internationale de football, à pratiquer ce métier. Par exemple, celui-ci, c'est un Nigérian. Il vient du Nigeria. Lui, il est de la Côte d'Ivoire. Celui-là, c'est un Ghanéen. Ainsi de suite. Donc, j'ai une vingtaine comme ça qui sont sous ma protection. Nous avons retrouvé un joueur qui a croisé la route de Nono. Il s'appelle Aklesso, une promesse de club en Tunisie, un billet d'avion en poche pour lui et son agent Nono. Le club propose une somme pour Aklesso, pas assez juteux pour Nono, qui l'abandonne sur place. La prison en Tunisie était vraiment dure, parce qu'on mangeait une seule fois, et c'était que du pain seulement qu'on mangeait. Ils nous donnaient de l'eau. Bon, comment boire de l'eau là-bas? C'est sale, l'eau sale quoi. Une seule fois par jour, que le pain, toujours le pain. Le 9e jour, ils nous ont largué.
en désert de Libye. Ils nous ont déposés à la frontière Tunisie-Libye. Donc ils nous ont montré le désert, de traverser le désert comme ça, la nuit. Hein. Donc, on a dû marcher dans le désert toute la nuit. Peut-être ma responsabilité, c'est d'avoir voulu travailler pour eux, être leur agent. C'est ça. Vous n'avez pas perdu un centime, dans le fond. Beaucoup d'argent. Et mon temps et ma santé. J'ai perdu. Un gars comme ça, en principe, doit se faire retirer son diplôme par la FIFA. Je crois qu'il faut même remettre en cause le système d'obtention du diplôme, bien du diplôme d'agent de joueur. Moi, personnellement, je suis le secrétaire général de la fédération, donc moi qui fais le concours tous les ans. Et j'ai remarqué que souvent, ce n'est pas des gens de très haut niveau, ou bien ce n'est pas des gens qui ont la main, qui puissent faire quelque chose de sérieux. Et je connais aussi bien au niveau de l'Afrique que de l'Europe, des gens qui sont devenus agents de joueurs et qui ne respectent même pas la déontologie. C'est à la FIFA, l'organisation dirigée par le Suisse Sepp Blatter, qu'il appartient de faire le ménage de la maison du football mondial chez ses agents. Direction donc Zurich, le siège de la FIFA. Un agent est utile. La question, c'est comme dans toute profession, il y a partout des moutons noirs. Et là, effectivement, on trouve un certain nombre de cas. Alors, comme vous savez, la FIFA a une réglementation. Nous, 2 fois par an, chaque fédération dans le monde doit préparer un examen pour les agents avec des questions, etc. Mais, comme vous le savez, nous ne pouvons pas interdire à quelqu'un qui n'a pas la licence d'agent le pouvoir d'être un agent de joueur. Par exemple, le frère d'un joueur a le droit d'être son agent. Donc, bien évidemment, dans cette structure, dans cette économie dérégulée, on ne peut pas tout contrôler. Et bien évidemment, il y a des agents qui n'ont pas les licences et qui se comportent de manière incorrecte. Mais quand il s'agit de faire le ménage, les barons du foot peinent à s'accorder. Ainsi, l'UEFA à Nyon, qui gère la Ligue des Champions, une compétition d'1 milliard de francs, exige que la FIFA soit plus sévère contre ses agents. C'est qu'elle vient de recevoir des informations très alarmantes. Le fait est que nous avons des informations selon lesquelles il y a des camps destinés aux enfants, en particulier en provenance d'Afrique, dans le sud de l'Europe. Les indications que nous avons viennent des clubs qui nous disent que des agents sont derrière ce trafic. Ce sont nos sources. Le problème, c'est que c'est une zone grise dont on ne sait pas grand-chose. C'est pour cela que ces rumeurs sont suffisantes pour nous avoir incités à aller plus loin. Nous craignons que le nombre de ces immigrants soit considérable et qu'on n'en sache rien. Que la plupart de ces joueurs soient amenés en Europe et ne rejoignent jamais une académie parce que ça ne marche pas pour eux. Il y a un risque énorme que de jeunes joueurs soient contraints à vivre des situations qu'ils ne maîtrisent pas. Qui sont les premiers responsables de ce phénomène? Les clubs, les agents, vous-même? Je pense que nous avons une certaine responsabilité. Nous sommes une organisation fêtière. Nous devons empoigner ce problème. Dans certains cas, nous le pouvons, car c'est de notre ressort. Mais quand il s'agit des agents et des transferts, c'est du ressort de la FIFA. C'est pour cela que nous l'avons intégré dans cette équation. Mais bien sûr, ce sont ceux qui font venir les joueurs, les agents ou les clubs, les acteurs de ce jeu-là. Ce sont eux qui détiennent une vraie responsabilité. Voilà, je vais vous montrer la dernière lettre que j'ai reçue. C'est une lettre d'exclusion. Et qu'est-ce qu'elle dit? Dit Monsieur Koubadia est arrivé en Suisse 10 novembre et tout pour exercer le métier de footballeur. Et comme j'ai plus de club, j'ai plus de contrat, et voilà. Oui, c'est écrit la famille Koubadia a déjà quitté le territoire suisse d'ici le 15 mai 2006. Quitter cette banlieue de Berne où il vivote, rentrer au Togo et tenter à nouveau l'aventure du foot. C'est désormais le sort de Sadik Koubadia, transféré en Suisse alors qu'il était encore mineur. Il vient d'être engagé par Young Boys quand il se blesse. Un destin cruel quand on s'appelle Koubadia et qu'au pays on a élevé le foot au rang de multinationale familiale. Bonjour, là je vous présente la maison Koubadia. Là vous avez Shérif qui joue en Allemagne, le petit frère. Il y a Kader qui est en France. Et là, il y a Sadik qui est en Suisse, à Young Boys.
Nous avons 5 frères à l'étranger pour le foot. Il y a Kader, il y a Sadik, il y a Chérif en Allemagne, il y a El Mansour en France et il y a Karim. Est-ce que c'est possible, dans cette famille Koubadja, de résister à l'envie de vos enfants d'aller faire du foot à l'étranger? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que ce sont des enfants qui ont vraiment le foot, je crois pas, dans le sang. Et ils ont tellement envie de jouer au foot. Alors je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous avez essayé? Oui, j'ai essayé. Bon, dans un premier temps, j'ai dit, mais occupez-vous des études, tout ça là. Mais ils m'ont dit, non, maman, on a le foot. Mais on n'a qu'à nous laisser jouer au foot. Vous voulez aussi partir? Ah, bien sûr. Et madame, vous le laisserez partir, lui, il a 16 ans? Oui, il peut partir. Il peut partir, oui. Il peut partir. Oui, je veux dire que j'ai été un peu naïf, j'ai fait trop confiance tout de suite. C'est peut-être par rapport aux conseils que j'ai reçus au pays avant de quitter le Togo. C'est peut-être un peu pour ça, mais aujourd'hui, j'ai compris que j'avais fait beaucoup de faux pas. Bon, je savais qu'il était blessé. Bon, il me disait, maman, je suis blessé. Et je vais rester quelque temps avant de jouer. Alors un jour, il m'a appelé, il m'a dit, bon, maman, tu sais, je n'ai plus de club. J'étais tombée dans la nuit. J'ai dit, mais tu n'as plus de club, comment? Il dit, non, il n'a plus de club. Et il vit difficilement avec sa famille. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Mais j'ai jamais voulu qu'il revienne. Le plus dur, c'est dans ma tête, c'est la situation. C'est le fait de ne pas avoir de club. C'est comme si on veut me dire arrête le foot, quoi, et rentre chez toi. Super. Wow. C'est joli. L'histoire amère de Sadik et de sa famille, c'est celle de dizaines de jeunes Togolais embarqués dans une filière qui les conduit en Suisse. Cette filière, c'est cet homme qui la contrôle, Robert Seiser. À Bâle, les terrains de foot, c'est son terrain de chasse. Et le Togo, sa chasse gardée. Commerçant en meubles à la retraite, il est agent de joueur par hobby. Robert Seiser nous présente sa dernière acquisition, Abdou Moumouni, encore un Togolais. Voilà comment je vois son avenir. Cet été, il doit pouvoir changer de club, passer dans un plus grand club, où il pourra gagner plus d'argent. Personnellement, je suis content de travailler avec M. Seiser. Et il m'a toujours dit qu'il me prend comme son fils. Donc j'essaie de l'écouter comme il me dit et j'essaie de le maîtriser. Et j'espère de l'avenir, il va profiter de moi car j'ai envie de lui faire plaisir. Schöne Möbel, tiefe Preise. Monsieur Seiser, c'est ici que vous avez commencé votre carrière, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'était ma première affaire. C'était un gros commerce avec beaucoup d'employés. On a ouvert une succursale quasiment chaque année, 13 magasins dans toute la Suisse. Mais vendre des joueurs de football ou des meubles, c'est la même chose? Non, c'est complètement différent. Les meubles, c'est un matériau inerte. Et le football, ce sont des gens. Il faut avoir le nez et l'œil. Ça, c'est Senaya, de l'équipe nationale du Togo. Il est très rapide, très bon dans la conservation de la balle, et il est dangereux devant les buts. C'est un joueur que vous avez sous contrat? C'est un joueur qui est sous contrat avec moi depuis l'âge de 17 ans. Et il vaut cher?
Oui, à 17 ans, on m'a déjà offert 1 million pour l'acheter. Mais je ne l'ai pas lâché. D'abord pour des raisons morales, il avait 17 ans. Mais je me suis aussi dit, si on m'en offre déjà 1 million, c'est qu'il vaut sûrement plus. Avant que je prenne un joueur, je le teste, ici, dans un club. Je lui fais faire des matchs, je le regarde. Si j'ai le sentiment que ça pourrait marcher, alors je le prends au sérieux. Je lui trouve un appartement, une voiture. Bon, parfois, ils n'ont pas de permis de conduire, donc il faut y renoncer. Ou bien ils ont fait leur permis au Togo. Mais nous vérifions qu'ils sachent conduire une voiture. Sinon, ils ne regardent pas devant eux et ils se plantent. C'est déjà arrivé 2 fois. J'ai déjà eu la poisse avec des joueurs de foot. Kubadja, par exemple. J'ai réussi à le placer aux Young Boys. Il a fait 2 ou 3 matchs et il s'est cassé un tibia. Il est resté 1 année sur le banc, puis il est revenu, l'entraîneur a changé et ainsi de suite. Le destin, la poisse bien sûr, mais aussi des agents qui lâchent très vite, trop vite leurs joueurs. Entre Robert Zeiser et Sadik Kubadja, désormais à l'assistance sociale en attente de son expulsion, tout avait pourtant commencé sur de belles promesses. C'est joli. Il a été vraiment sérieux, vraiment gentil avec moi et tout. Il m'a montré l'impression qu'il croit en moi, qu'il me fait confiance, quoi. C'est ça qui m'a motivé vite fait à signer sans poser de questions. Non, c'est pas pour toi, c'est pour Barbie. J'étais au Togo quand on m'a appelé pour me dire que Young Boy, je veux que tu viennes signer tout de suite. J'ai dit, c'est extraordinaire pour nous. D'habitude, c'est des tests, il faut aller faire dans des grands clubs. Mais dire que tu n'as pas besoin de tests et tu viens signer tout de suite, je suis là, c'est extraordinaire, je viens. J'ai pris mes affaires, je suis arrivé et j'étais trop content. Il m'a fait jouer contre VV d'abord en coupe. C'était mon premier match titulaire sur le plan, comment on dit, championnat, parce qu'on a fait un match amical contre Sochaux. Il m'a fait commencer le match et après il m'a fait jouer contre VV et tout de suite contre Zamax. Et c'est contre Zamax, le 3e match, que je me suis cassé la jambe. C'était vraiment un coup dur. Alors, votre enfer commence quand Young Boys vous annonce qu'ils ne veulent plus prolonger votre contrat. Comment est-ce qu'ils vous ont dit ça? Comment ça s'est fait? Au début, ils m'ont dit qu'ils vont me donner 2 ans de plus, mais avec les conditions qu'ils m'avaient proposées, c'était pas bien. Et ils m'ont dit, OK, on va voir si on va te garder jusqu'à la fin de saison, on va te garder ou pas. Arrivé en fin de saison, c'est le nouveau sportchef qui est arrivé. Il m'a appelé, il m'a dit on veut te parler. J'ai dit bon, c'est pourquoi? C'est pour prolonger ou pour arrêter? Il m'a dit non, c'est pour arrêter. J'ai dit c'est pas grave, c'est pas nécessaire que je vienne au bureau. C'est bon, j'ai compris. C'est bon, quoi. C'est de sa faute s'il s'est blessé? Non, ce sont des coups du destin. Une fois, j'ai eu un joueur de Waldhof Mannheim que Cologne voulait acheter pour 2 millions. Tout était prêt et on devait signer le contrat après le match. 20 minutes avant la fin du match, il s'est déchiré les ligaments croisés et tout est tombé à l'eau. J'ai gagné 2800 francs, parce qu'il m'avait fait signer un contrat comme ça. Je ne voulais pas accepter, mais il m'a dit, c'est qu'un début. On a dit qu'après 10 matchs, on va rediscuter et puis tu vas avoir un autre salaire, quoi. Mais ce n'était pas beaucoup. Mais j'ai pensé que s'il se montrait à la hauteur, on aurait pu discuter d'une augmentation de salaire. À ce salaire minimal devaient s'ajouter des primes de match. Blessé, Sadik ne touchera rien de plus pendant 2 ans. L'agent, par contre, s'assure un joli retour sur investissement en cas de gros transfert. À 17 ans et demi, Sadik devient la propriété de Zeiser.
Et voici le contrat qui le lie à Young Boys. Si le joueur est revendu, il ne touchera que 10% du montant de son transfert. Le club s'arroge 30% de la somme. Quant à Zeiser, il se réserve le gros lot, 60% du transfert. Il faut qu'il soit conscient que ça se passera toujours ainsi, pour lui aussi. Quand un nouveau joueur étranger arrive, qu'un contrat arrive à échéance, on va toujours essayer d'obtenir le meilleur joueur. Pour parler cyniquement, c'est ainsi que marchent les affaires. Oui, ce sont les affaires, c'est vrai. On ne peut pas faire de sentiments, on ne doit pas les exprimer. Le plus important quand on est dans le football, c'est de savoir que ça peut se passer comme ça. Nous sommes sur un marché qui est dur. Et dans le monde entier, il y a de tels cas. Malheureusement, cela appartient aussi au football. C'est la face sombre du football. Tout le monde en Suisse pense que je suis blessé, je suis un joueur qui est tout le temps blessé. C'est ça qui m'empêche un peu. Je vois des clubs de Challenge League qui veulent même pas entendre parler de moi. Je l'appelle, j'appelle un président, un entraîneur, on me dit ouais, on va voir et tout. Après ils engagent un autre joueur et tout. Et même les proches, ceux qui prétendent m'aider, et quand il y a une place dans leur club, ils me font même pas signe. J'ai même demandé, j'ai dit mais il y a un joueur qui est parti de votre club. Essayez-moi, juste un test. Vous voulez voir, je vais seulement vous montrer que je suis pas blessé, je suis prêt, je peux vous faire l'affaire et tout. Mais ils veulent même pas entendre parler. C'est un peu ça qui m'intrigue un peu, qui me fait un peu mal. Nous avons aussi rencontré un certain Amato Kodo à Lomé. Lui aussi est amer car il était sous contrat avec vous. Vous l'avez renvoyé à Lomé sans contrat. Il a été en Suisse, à Thun, pour faire des essais, à l'entraînement, et puis dans un autre club. Il n'a simplement pas été à la hauteur. Et les clubs ont dit, il n'y a rien à faire. Nous sommes en 2002 et le FC Thun rêve d'écrire une des plus belles pages de son histoire, la promotion en première division. Messan Amato Kodo fait alors une apparition fugace qui lui vaut d'être de la fête en ville. Mais une fois encore, le rêve de foot d'un petit Togolais s'écroule brutalement. J'étais blessé. J'ai suivi le traitement à Thun. Vraiment, j'avais la nostalgie. C'est-à-dire, dans quelles conditions vous viviez à Thun? J'étais seul, sans ma famille. À quoi vous passiez vos journées pendant que vous soigniez votre blessure? J'étais tout seul, dans la chambre. Je ne fais que voir la télévision. Qu'est-ce qui vous a décidé à rentrer à Lomé? J'avais perdu une personne de ma famille, c'est-à-dire ma mère. Et j'ai demandé à rentrer. Comment votre agent et le club ont réagi? Surtout mon agent, je leur ai dit, d'attendre. Je leur ai dit non, je vais venir assister aux funérailles de ma mère. Après tout, nous avons tiraillé un peu et ils ont accepté. Je suis revenu à Lomé. Il dit qu'il a été blessé, c'est pour ça qu'il a dû rentrer à Lomé. Ah bon, c'est vrai? Je ne le savais pas. Le fait est qu'il avait un contrat de 2 ans avec vous. Est-ce que vous ne deviez pas lui trouver un autre club? Il ne m'a plus sollicité. Nous n'avons plus jamais entendu parler de lui. Jamais. Vous avez laissé votre numéro de téléphone là-bas en Suisse? Oui, j'ai mon numéro, j'ai laissé mon numéro. Vous attendiez que quelqu'un vous appelle? Oui. Et alors? Mais personne. Personne ne vous appelle? Personne ne m'appelle. Vous attendez encore maintenant que le téléphone sonne? Oui. Mais ça ne sonne jamais. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire pour vous après votre blessure? Il aurait m'aidé au moins pour la guérison de ma blessure. Mais il n'a rien fait pour moi. Même pas un sou après mon retour.
c'était difficile pour moi. Dagano, Diallo. Diallo, il est malien, il joue à Nantes. Dagano, il est burkinabé, il est à Sochaux. Le nombre de joueurs africains qui font la fierté du football africain. C'est ce qui me frappe. Les clubs africains sont pillés. Si vous voyez aujourd'hui tous les joueurs africains qui évoluent dans des championnats UP, européens, et que vous jetez un coup d'œil sur ces clubs qui les avaient formés, ma foi, je dirais que c'est un désert. Rien n'a été fait. Nous sommes au 21e siècle, il faut que ça change. Donc il faut que les clubs formateurs africains profitent du fruit de leur travail. Profit, le mot est lâché. En homme d'affaires avisé, Espoir Stromvie a mis sur pied une vraie stratégie. Rachat de club, investissement, école de foot. Objectif, avoir sa part du gâteau et forcer la porte de l'industrie mondiale du football. Oui, ici c'est ma pépinière. C'est des joueurs sur lesquels je compte beaucoup. Dans 2 ou 3 ans, je pense que je peux en tirer 1 ou 2, 3 grands joueurs. Le rêve, c'est les 10 millions d'euros d'Adebayor? Non, pas forcément les 10 millions d'Adebayor. Plus. Allez, dis-nous. C'est un grand attaquant sur lequel je compte beaucoup. Donc on lui laisse un peu le temps de mûrir. Je crois que dans 1 an ou 2 ans, il sera un grand joueur. Et toi, tu te sens prêt à passer à la carrière professionnelle plus tard? Ouais, je me sens prêt. Pour quelle raison tu as choisi ce métier? Parce que j'aime le football. Je l'adore, quoi. Et la question financière, elle est importante? Elle te fait rêver? Ouais. Gagner de l'argent, ce serait bien. Ouais, c'est bon. C'est le rêve à nous tous, c'est de gagner de l'argent, vivre aisément dans la vie. Qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais beaucoup d'argent dans 4-5 ans? Dans 4 ou 5 ans, je sais que je peux aider mes petits frères qui ont envie de jouer au football. À eux aussi, de devenir un grand joueur. Les aider, quoi. Est-ce que tu sais que la concurrence est très forte en Europe et qu'il y a beaucoup de joueurs très talentueux comme toi? Ouais, je sais. C'est pourquoi nous travaillons chaque jour. Ça te fait pas peur, cette concurrence? Oh non, je n'ai pas peur. Tu peux y arriver? Ouais. Vous ne pensez pas qu'à travers cette industrie du football à laquelle vous participez, vous vendez un peu de l'illusion à des jeunes qui risquent de finir en Europe sur de grosses désillusions? Pas avec moi. Je ne vends pas des illusions. Je ne suis pas un marchand d'illusions. Ils me connaissent bien. Ils savent le discours que je tiens. Le football, c'est autre chose. Aller à l'école, c'est autre chose aussi. Mais si c'est la retombée financière qui est l'idée première, ça fausse un peu le jeu. Bon, parce qu'on sait que quand vous formez des joueurs, peut-être quand vous formez 50, peut-être un qui va réussir. Mais quand vous voulez avoir de l'argent, vous envoyez 10, 15, alors qu'il y a un seul qui doit sortir, là, ça fausse un peu. Mais c'est un phénomène que vous pouvez nous confirmer, effectivement. Beaucoup d'enfants arrêtent l'école pour faire du foot. Il y a même des académies qui ne sont pas très regardants, visiblement, sur ce phénomène, n'est-ce pas? Oui, mais ça, je le confirme parce que auparavant, je faisais l'entraînement les mercredis, vendredis, samedi après-midi, là où il n'y a pas d'école. Mais quand j'ai commencé avec ceux qui allaient déscolariser, je vois peut-être plus d'une... Moi, je croyais que j'aurais au moins 5 ou 6 personnes. Maintenant, j'ai eu une vingtaine. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui abandonnent l'école pour s'adonner au football. Et c'est ça qui est très dangereux. Scolarité avortée, pas d'autre métier. Dangereux en effet de tout miser sur le foot, surtout quand on vient du Togo et qu'on n'a guère le choix. Quand vient le temps de raccrocher les crampons, la retraite est incertaine, même quand on a fait une carrière honorable. Ainsi, rappelez-vous de Lantame Wadja, par exemple. Mercenaire du foot dans le monde entier, une jolie carrière. 4 saisons à Servette et un titre de champion suisse en 1999. Un jeune retraité qui peine pourtant à nouer les 2 bouts à Lomé. C'est un peu là le musée de toute la famille Wadja. Là, c'est mon premier contrat professionnel au club africain en Tunisie. Ça, c'est ma maman. Mon club formateur, le Tchad Filan de Lomé,
où j'ai évolué pendant 5 ans avant de signer mon contrat professionnel. Et vous avez gardé des souvenirs de Servette? Ouais, j'ai là le fameux ballon qui symbolise un peu l'année 99 où on a été sacré champion de la Suisse. Et là, la coupe qui va avec le titre. Il y avait un joueur. Vous êtes une star ici au Togo. Est-ce que vous avez réussi à mettre assez d'argent de côté pour vivre jusqu'à la fin de vos jours, ou est-ce que vous avez encore besoin de gagner de l'argent? L'erreur que j'ai commise, c'est que tout ce que j'ai gagné, je l'ai mis dans l'immobilier. Donc, je n'ai pas suffisamment mis à côté pour mes vieux jours. Il n'y a pas de retrait dans le football. Ouais, c'est difficile parce qu'à 29 ans, donc, tous les clubs se disent ouais, il est un peu âgé, donc on préfère prendre un joueur de 20 ans, 22 ans, 23 ans. Donc, à mon avis, c'est tout ce qui joue à ma défaveur maintenant. De temps en temps, je viens me reposer ici pour prendre un peu du recul. Et vous avez combien de maisons comme ça, Lomé? Écoutez, j'ai 4 maisons comme ça. Toutes payées par le foot? Toutes payées par le foot et grâce à mes pieds. Quand il part pour Genève, l'entamé embarque dans ses valises son petit frère, Faré. À 14 ans, jeune espoir du Servette, la carrière de Faré promettait d'être belle, elle aussi. Mais il faut déchanter. Il est aujourd'hui condamné à jouer gratuitement en 2e division pour Meyrin, dans la banlieue genevoise, dans l'espoir de se relancer. Pour moi, il représente ce que je suis aujourd'hui. Si je suis ici, c'est grâce à lui. Donc, même aussi pour ma famille, parce que c'est lui qui a fait que ma famille est connue aujourd'hui, qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Mais le successeur maintenant, c'est vous. Heureusement, ouais, c'est sur moi que ça tombe, parce que je suis le dernier de la famille et tout revient sur moi, parce que comme je vous l'ai dit, s'il a réussi, c'est parce qu'il est venu en Europe et puis il a fait du foot et on vit de ça de notre famille. Donc c'est moi qui vais prendre le flambeau. Je veux que les enfants partent en Europe pour avoir de l'argent pour amener en Afrique, parce qu'ici il n'y a rien. Donc c'est mieux que les enfants partent en Europe pour amener de l'argent. Vous voulez que votre fils ramène encore plus de richesses? Elle dit on n'est pas assez riche. Ce que Ephraim a gagné, c'est insuffisant. Elle veut que Faré gagne plus qu'Ephraim. Pour un Africain, les parents, quand ils font des enfants, ils attendent que les enfants les supportent après. Ce qui est, à ma connaissance, normal. Je crois que c'est normal qu'elle attende que je fasse pour elle, que je m'épanouisse et que je prenne soin d'elle. Donc ce sont mes parents, c'est ma mère et je dois tout pour eux, je dois tout faire pour elle. Même si c'est un petit peu que j'ai, je dois l'envoyer. Parce que c'est mon devoir de souvenir aux besoins de mes parents. Mais là, on a l'impression que votre maman attend que vous fassiez une plus grande carrière que l'entamé. Ça a l'air plutôt difficile, non? Très, très difficile. Je suis conscient de ça. Je les en parle de temps en temps que les conditions que j'ai actuellement ne me permettent pas de faire ce qu'ils attendent de moi et que je dois essayer de survivre un peu ici. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, je me bats personnellement pour moi et pour eux aussi. Tant que ça ira mieux pour moi, ça ira mieux pour tout le monde. Et s'ils n'arrivent pas, qu'est-ce que vous allez dire? Dieu est là. Il va trouver un club. Et s'il ne trouve pas un club, il va trouver un boulot. Est-ce que s'il veut rentrer au Togo, qui vous dit « Maman, je suis fatigué de Genève, de l'Europe, je veux rentrer au Togo », qu'est-ce que vous allez lui dire? Elle dit, si Faré téléphone,
qui revient au pays, elle va dire non, parce qu'il n'y a rien à faire ici, il n'y a rien. Donc il est obligé de faire tout, de souffrir pour trouver quelque chose là-bas pour faire. J'essaie de faire comme si ça va, mais c'est difficile de savoir l'attente qu'on attend sur moi. C'est difficile à vivre. Faute de moyens, vous n'avez même pas pu vous rendre à l'enterrement.